métier des sexos. Bonjour, je m'appelle Pascal Skomski. Je suis sexologue depuis 2019. Et il y a quelque temps, j'ai eu plusieurs demandes de partage, d'interviews de la part d'étudiants qui voulaient comprendre c'était quoi mon métier. J'ai pris plaisir à échanger avec elles, avec eux, et je me suis rendu compte qu'il aurait été plus judicieux de créer une sorte de catalogue du métier des sexos, car j'ai une certaine manière de proposer mes accompagnements. Et mes collègues ont d'autres, ressources et d'autres manières de proposer leurs accompagnements. C'est dans cette idée-là que j'ai proposé de créer le métier des sexos. Le métier des sexos, c'est un ensemble d'interviews de différents professionnels de l'accompagnement, de l'intimité, de la sexualité, du couple. Au fur et à mesure de ces entretiens, vous allez découvrir différentes personnes avec différents outils. Ça a été très riche et très joyeux pour moi de mener ces enquêtes et de découvrir l'univers de tous mes collègues. Ça a été très joyeux également de me rendre compte qu'il existait tant de thérapeutes différents que de patients, clients ou personnes qui pourraient être accompagnés. J'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi à découvrir ces interviews. N'hésitez pas à laisser des commentaires en dessous, n'hésitez pas à partager. Il est intéressant, selon moi, de faire découvrir ce nouveau métier qu'est le métier des sexos. Merci beaucoup de consacrer du temps pour poser un peu ton point de vue sur le métier des sexos. Et tout d'abord, est-ce que tu pourrais te présenter avec ton nom, ton prénom et comment tu te désignes au niveau professionnel? En fait, moi, j'ai 2 étiquettes parce que du coup, mon prénom et mon nom, c'est Didier Valentin. Et je travaille, enfin, je suis salarié en partie pour une association qui s'appelle le CRIPS Île-de-France. Donc sous ce nom-là, bien évidemment. Et puis à côté, j'ai un pseudo sur les réseaux que j'utilise dans mes chroniques sur Cosette et puis quand je suis en indépendant, en fait, qui est Docteur Capote. C'est parti d'un blog que j'avais il y a très longtemps, où je racontais un peu les histoires de prévention et d'une blague avec des jeunes qui m'avaient appelé une fois Monsieur Sexuel et du coup j'avais appelé mon blog Docteur Capote et Monsieur Sexuel. Enfin voilà, et du coup j'ai gardé Docteur Capote parce qu'il me fallait un pseudo à un moment donné. C'était plus simple pour écrire, vu que je bosse pour le CRIF, c'est qu'en gros c'est financé en gros par la région, donc les politiques. Donc l'idée, c'est d'avoir un pseudo pour être libre dans mes écritures, en fait. Voilà. Donc, j'ai gardé Docteur Capote parce que Monsieur Sexuel, ça faisait un peu acteur porno, quoi. Donc, voilà. Et au niveau du CRIPS, du coup, c'est quoi ton statut professionnel? Moi, je suis animateur de prévention. Moi, je suis pas diplômé. Du coup, on va dire que j'ai pas énormément bossé dans ma période scolaire, globalement. Je suis un miraculé du bac et derrière, j'ai rien fait. Et en fait, c'est petit à petit sur le terrain que j'ai appris ce boulot. Parce qu'en fait, bon, moi, je suis la génération lutte contre le sida, donc je me suis engagé dans des associations de lutte contre le sida, puisque j'ai pas mal de personnes qui ont été touchées dans mon entourage. Et de fil en aiguille, je suis passé de bénévole à salarié, puis du coup, acteur de prévention, en fait. Donc, du coup, j'entends le parcours professionnel qui est pas forcément un parcours typique par rapport aux études et tout, mais plutôt un Ouais, parcours de terrain, ouais. d'expérience et puis euh, Mais ça, de mise en place de choses. c'est important, tu vois, de le dire du coup aux étudiants, c'est qu'aujourd'hui, par exemple au CRIP, je serais plus embauché en fait. Ce type de profil n'est plus embauché en fait. On est vraiment sur beaucoup sur des master 5 en éducation à la santé. Je sais plus comment ça s'appelle exactement, santé et je sais plus comment ça s'appelle. Avec Enfin, les diplômes interuniversitaires, tu parles ouais, diplôme de sciences. interuniversitaire. Oui. Ou alors des personnes qui sont psy. Qui sont éduques, sexologues, pas beaucoup d'éduques en fait, mais bah, enfin voilà, tu vois, les profils ne sont pas les mêmes aujourd'hui que au début de l'épidémie du sida en fait. Et donc, du coup, ce que j'ai entendu aussi, cette orientation-là, c'était au départ euh, par engagement personnel et puis par rapport à ton entourage qui t'a du coup motivé à t'orienter là-dessus. Ouais, très clairement, ouais. Enfin, moi, je conçois ce métier comme un métier militant en fait.
Euh, C'est-à-dire que j'avais fait une VAE à un moment donné, juste pour te donner un exemple, pour éventuellement avoir un diplôme d'éducateur spécialisé. Et dans le jury, je suis tombé sur un mec qui trouvait que mon dossier était trop militant, soi-disant, c'est ce qu'il m'a dit, hein, trop sida, trop militant. Et bon, ça s'est pas très bien passé, en fait. C'est pour ça que je l'ai pas eu, parce qu'on n'est pas allé au bout. Je me suis un petit peu fighté avec lui, en lui disant que pour moi, un boulot dans la sphère sociale est un boulot militant, quoi. Et donc, du coup, ton engagement à toi, donc tu as parlé d'éducation à la santé sexuelle, tu parles c'est quoi finalement ton engagement ou tes démarches? Ouais, bah, mon engagement au début, bah, la prise en charge des personnes séropositives aux maladies du sida. Donc ça, c'était un petit peu à part. Et euh, à un moment, j'ai fatigué, donc du coup, parce que c'était lourd. Et c'est vrai que j'ai appris que le CRIP cherchait des personnes pour faire des séances de prévention auprès des jeunes dans les établissements scolaires. Et à l'époque, c'était quand même très sida et très prévention hygiéniste. Donc ça tombait bien. Là, j'ai postulé et du coup, j'ai eu un contrat assez rapidement, mais c'est pas du temps plein, hein. C'est pour ça que j'ai du temps à côté. En fait, la- on fait pas de la prévention, enfin, tu vois, des séances de prévention à temps plein, ce qui paraît logique d'ailleurs, ce serait épuisant. Mais du coup, j'ai commencé dans les établissements scolaires et la priorité au départ, c'était vraiment IST, contraception, etc. Et aujourd'hui, c'est plus le cas. C'est-à-dire que ce qui est hyper intéressant dans ce boulot, c'est que petit à petit, il y a tout un tas de thématiques qui sont invitées. La question du genre, le féminisme, bien évidemment, l'égalité. Aujourd'hui, c'est plus global, en fait, ce qu'on aborde. Et moi, ça m'a beaucoup enrichi, en fait, parce que ces thématiques, et entre autres apportées par la sphère féministe, hein, très clairement, par les femmes, parce qu'on va dire que les mecs ont apporté pas grand-chose dans l'histoire, globalement. Euh, Moi, ça a vraiment nourri mes animes sur aujourd'hui. Bah, aujourd'hui, c'est la question du genre, c'est les stéréotypes et les rôles de genre, c'est la relation à l'autre, le consentement, bien évidemment. Et puis ensuite, les IST contraception, c'est plus logique dans ce sens-là, en fait. Oui, donc il y a quelque chose vraiment qui a évolué au fur et à mesure de ta pratique Ouais. dans ton discours et puis dans ce qui était apporté, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais. Puis moi, je suis un gros, enfin moi j'aime beaucoup, je bouffe de l'actu en fait, et j'aime bien travailler sur l'actu avec les jeunes. Je trouve que c'est ça qui est intéressant. Et dans l'actu, l'actu elle est féministe, quoi, très clairement, et surtout depuis MeToo, quoi. Et voilà. Et donc c'est plus un travail global sur l'égalité en fait, et une lutte contre les discriminations liées autour de la santé sexuelle et, euh, et de la vie affective. Euh, donc, euh, donc enfin comment dire, ouais, c'est logique. En fait, c'est une évolution logique qui surtout m'a évité de m'ennuyer, et d'avoir envie d'arrêter ce boulot en fait. Ça a relancé complètement l'intérêt pour ce boulot parce il a évolué et je trouve que les sujets sont passionnants en fait. Et justement, par rapport au sujet, c'est une des questions que j'avais, c'est par rapport à tout ce qui est les connaissances actuellement sur la sexualité, sur l'intimité, dans les médias, dans les réseaux, dans plein de choses. Il y a de tout et son contraire. Il y a énormément d'informations. Comment toi, tu fais la part des choses entre toutes ces informations et comment du coup tu accompagnes les jeunes à pouvoir peut-être critiquer ou se mettre un peu à distance? Enfin, quelle est ton approche? Bah, on essaye enfin, j'essaye de partir le plus possible de leur questionnement, même si j'ai une trame que, de toute façon, que j'utilise, hein, très clairement, parce qu'il y a quand même des classes où bah, on arrive, ils ne nous connaissent pas, donc tu vois, susciter l'intérêt, lancer la dynamique de groupe, c'est pas si simple que ça, et du coup, c'est bien d'avoir une trame, parce qu'on a on peut avoir des classes mutiques, des classes qui sont plutôt dans l'écoute et pas dans l'échange et le débat. Et puis, il y a des moments où ça part très fort. Tu vois, là, ce matin, je suis dans une classe de troisième où on a un débat. On n'a pas bougé des rôles de genre pendant 2 heures. Ça a envoyé du lourd entre les filles, les garçons, les éventuelles personnes non binaires ou fluides. Enfin, c'était chaud, quoi. Et on n'est pas sorti de ça. Bon, bah, je crois que c'était une envie. Donc, moi, je reste dedans, finalement. Tu vois, c'est leur questionnement. Et soit je les renvoie après, comme je suis là 2 heures, je les renvoie ensuite par exemple, les infirmières ou les consultations planning, euh,
pour rencontrer sexo, gynéco, enfin toutes les personnes qui peuvent conseillère conjugale familiale, toutes les personnes qui pourraient effectivement qui travaillent dans les centres de planification, au planning, qui pourraient aller plus loin avec elles. Euh, ou en aparté, à la fin, quand je peux y répondre, parce que j'ai mes limites forcément, hein, je suis pas gynéco par exemple, et en plus j'ai pas d'utérus, donc très clairement, il y a un moment, il faut savoir dire, bah non, là je peux pas te répondre, il y a des personnes plus qualifiées que moi. Euh, mais l'idée, c'est aussi de développer un esprit critique par rapport à tout ce qu'ils peuvent amener eux, tout ce qui va sur TikTok, essentiellement TikTok d'ailleurs, ou Snap, mais c'est quand même beaucoup TikTok. Je trouve qu'il y a beaucoup de, il y a beaucoup de témoignages perso qui sont des fois qui sont sur lesquels il faut travailler, quoi. Alors c'est leur code, mais comment on peut développer un esprit critique par rapport à ce qu'ils voient en fait. Et du coup, ce que j'imagine, c'est que cette dynamique de groupe, elle permet aussi de prendre une distance par rapport à un point de vue qui est fixe dans un individu. Et le fait de créer comme ça un échange en discussion, ça peut créer des ouvertures d'esprit, c'est ça? Ouais, moi je crois beaucoup à ça. Le débat contradictoire, c'est là où je me dis, tu vois, l'intelligence artificielle et les bots, ça a ses limites. Parce que le débat contradictoire, d'abord, il permet d'échanger, d'obliger à trouver des arguments et à mettre en place des stratégies, tu vois, de défense, d'attaque, de réponse, des solutions qu'on peut trouver. Ça, c'est hyper intéressant. Et puis surtout, quand il y a des propos violents ou discriminatoires, tout de suite, immédiatement, on se rend compte de la portée, parce que les personnes touchées, certaines peuvent se sentir hyper mal, pleurer, demander à sortir. Contrairement à Internet où tu balances tout ce que tu veux, puis tu te déconnectes et c'est fini, quoi. Donc, ou au réseau. Donc, je trouve que ça, c'est intéressant, qui mesure ça, en fait, l'importance, l'impact des mots, en fait, dans la relation. Est-ce que ça peut, ce que ça peut provoquer comme sentiment chez les autres, en fait. Je trouve que c'est là vraiment où ça se joue. Parce que l'info, finalement, ils peuvent avoir accès à l'info. Après, il suffit de les aiguiller sur les bons sites et des sites qu'on a un peu vérifiés avant. Mais c'est surtout vraiment, je trouve, c'est au niveau de cet échange et comment ensemble ils peuvent grandir dans leur réflexion. C'est ce qu'on appelle la prévention par les pairs. Hein, mais je trouve que voilà, c'est à nous aussi de l'amener et d'insuffler une dynamique dans ce sens-là, en fait. Super. Et pour toi, quelles sont les compétences nécessaires du coup pour avoir une bonne gestion de groupe, pour pouvoir faire ce que tu fais actuellement? Quelles sont tes compétences et tes valeurs? Alors moi, je commence à avoir l'expérience, du coup, ça se voit un peu à ma barbe qui blanchit. Donc ça, c'est pas mal, ça aide. Quand même, l'air de rien, entre le début et aujourd'hui, je vois un peu arriver les choses quand même. J'imagine que ça doit être un confort à un moment donné aussi de savoir Ouais, c'est clair. anticiper un peu. Oui, 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 ça c'est sûr, il y a pas photo. Et, moi, j'ai une particularité, c'est que je suis un mec cisgenre, et qui qualifie assez rapidement d'hétéro, parce que forcément, ils vont chercher, et je le suis. Donc, de toute façon, ça transpire forcément à un moment ou à un autre dans les discussions. Et du coup, j'ai une carte à jouer quand même. Je pense qu'il y a certains sujets où c'est plus facile pour moi que mes collègues me disent, tu vois, moi je bosse qu'avec des femmes, de toute façon dans ce boulot il y a beaucoup de femmes, et elles me disent il y a des moments où on est attendu un peu en mode genre ah, encore les féministes qui vont nous saouler, et moi c'est quelque chose que je n'entends jamais forcément, tu vois, et du coup je peux l'amener en tant qu'allié du féminisme, sans me positionner féministe, mais en même temps du coup le faire ressentir tout en restant effectivement dans des paroles amenées par un mec, en fait. Donc ça, c'est intéressant. Je pense que ça peut être un de mes points particuliers. Euh, du coup, je peux travailler aussi sur l'expression des masculinités. Et en ce moment, sur le 93, parce que j'y vis et je travaille pas mal pour le département sur ces questions-là, où on surjoue la virilité. Il y a eu encore un mort il y a 2 jours à côté de chez moi, là. C'est chaud, tu vois, sur les RICS etc. Donc ça, je peux vraiment travailler là-dessus. En tant que mec, pour eux, je suis plus crédible d'aborder ce sujet-là. Euh, et puis, moi, une de mes forces, je pense, c'est que euh, j'ai une grande adaptabilité en fait au public, quel que soit le public, parce que j'aime ce boulot et, euh, et voilà quoi.
je crois que c'est vraiment une force, même dans ma vie sociale, en fait. C'est une force, pour le coup, quand on fait le travail sur les forces en bien-être, c'est une qui ressort souvent, la sociabilité. Ouais. Et puis j'ai entendu derrière aussi une capacité d'écouter tous les points de vue finalement, de pouvoir accueillir, justement pour travailler avec les personnes, il faut pouvoir accueillir ce Ouais, qui est juste pour elles, même ouais, si c'est c'est pas clair. forcément juste pour nous, quoi. Ouais, tout à fait. Moi, j'ai fait un gros travail de représentation, par exemple, sur la religion, tu vois, où ma génération, la religion, enfin, moi, je suis athée, on s'en fout. C'est pas que ça m'intéresse pas, c'est passionnant aussi, l'histoire des religions, mais au début où j'ai commencé à travailler, je n'avais pas forcément envie d'aborder les sujets. Aujourd'hui, je peux passer 2 heures sur effectivement la lecture de cons de la religion les jeunes, parce que c'est hyper important, ça fait partie de leur vie en ce moment d'une manière très très forte. Ça fait sens pour eux, donc si je l'occulte, je me plante, quoi. Donc ça invite à bousculer aussi nos représentations, ça c'est sûr, hein, et à interroger nos codes. Puis moi, ça m'oblige aussi à aller chercher énormément d'infos, une grosse veille documentaire que je fais beaucoup, sur laquelle on n'est pas payé. Il faut le dire Donc du quand coup, c'est même. aussi une des valeurs finalement d'avoir cette curiosité et de pas rester dans un sujet préconçu ou un sujet connu, mais de pouvoir à chaque fois élargir ses connaissances et développer Ouais, des ouais. choses. Oui, je pense que c'est parce que souvent ça les surprend. Ils vont arriver, ils se disent ouais tiens le mec il va être un peu à côté de la plaque comme pas mal de d'intervenants qui peuvent avoir. Hein, il y en a qui ont pas revu leur logiciel, tu vois. Et ils sont toujours surpris que voilà, je m'intéresse au rap, je chope un peu les mêmes trucs que sur TikTok, même si bon, je suis beaucoup un peu à la bourre, mais tu vois, je peux aborder le sujet. Je sais pas. Récemment, on parlait de la religion et des critiques qui étaient plutôt vers les filles. Donc moi, j'avais vu les vidéos de Bassem, par exemple, qu'ils ont tous plus ou moins vues. On a parlé de ça, quoi. Ils étaient surpris que je connaisse. Donc je me dis, bah, en même temps, je vais fouiller un peu, parce que sinon, en 2 heures, enfin, ça marche pas, quoi, tu vois. Donc, Tout à sans fait. tomber dans le jeunisme, c'est là où tu vois, il y a une alchimie, c'est-à-dire que si je tombais dans le jeunisme total en mode ouais, wesh gros, frérot, qu'est-ce qu'on va faire? Ça serait c'est vraiment relou, mais voilà, c'est montrer qu'on connaît leur code, qu'on peut travailler à partir de leur code et qu'on les accepte, même s'ils peuvent être dérangeants par moment, quoi, forcément. J'entends comme être un adulte référent, finalement, rester dans ce statut d'adulte, parce que le but, c'est pas non plus Ouais. voilà, de se noyer dans leur culture avec ce regard d'adulte, mais avec cette ouverture et cette bienveillance. Ouais, puis oui, oui, puis tu vois, montrer enfin, faire sentir qu'on a vu passer un petit peu les choses et qu'on est un petit peu au jus de cette culture dans laquelle ils baignent, sans regard critique par rapport, enfin, essayer, parce on l'a forcément, hein, moi je l'ai, hein, mais pas leur montrer, en tout cas, ça c'est sûr, pour pouvoir travailler avec eux là-dessus, quoi. Quels sont pour toi les avantages et les inconvénients de ta profession? Ou les choses plus agréables et moins agréables? Euh, Avantage, moi, je m'ennuie jamais en fait. C'est vivant, ça s'inscrit dans quelque chose de politique, puisque le corps est politique, parce que les relations sont politiques, parce que euh, on travaille sur quelque chose qui est en mouvement tout le temps en fait. Donc ça, je trouve que c'est assez passionnant. Euh, que l'animation, bah, ouais, je l'ai dit, c'est vivant en fait. Voilà, c'est vraiment une matière hyper vivante. Donc ça, c'est vraiment, Il y a du dynamisme, c'est ça. ouais, il y a du dynamisme. Moi, j'y mets beaucoup d'énergie. J'ai envie d'en mettre. Je suis pas fatigué, tu vois. Genre mon boss, il faisait le plan, genre ça va, en mode t'es pas trop croulant. Je lui dis bah t'es gentil, non, ça va bien. 8 heures du mat, je suis OP, on y va quoi. Ça vient te ressourcer finalement, Ouais. d'animer ces groupes et de... Ouais, 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 carrément, ouais, ça me réconcilie des fois avec, même si des fois c'est pas facile, ça me réconcilie avec l'humanité quand même, cette espèce de fusion, tu vois, tout le temps de paroles, d'échanges, de rire, ouais, de colère, enfin, on a tout, on passe un peu partout, et ça, c'est plutôt pas mal. Non, franchement, les côtés négatifs, ce que je vois, c'est la dérive aujourd'hui, c'est tu vois, l'ubérisation du social m'inquiète un peu et
la présence très forte des chats et probablement de l'intelligence artificielle à venir pour remplacer les gens sur le terrain et le lien. Parce que quand même, on fait tiers quoi, entre l'écran et eux. Et je trouve que ça peut manquer d'une manière forte. Et je suis intimement persuadé que nos bailleurs, globalement, vont faire des économies dans ce sens-là, quoi. Euh, c'est, on le voit arriver, quoi, très clairement. Ouais, donc finalement, voilà, l'inconvénient, c'est un peu effectivement que malgré tout, pour avoir des gens sur le terrain, il faut les payer et que finalement, ce côté un peu financier, ça peut Ben, être un frein, quoi. ouais, tout à fait. Après, on peut, si je pousse un peu plus loin, je pense que vu l'état de la société aujourd'hui et tout ce qui est balancé sur les réseaux, on peut être en danger. On peut se mettre en danger. J'y pensais pas avant, j'y ai pensé récemment, j'ai eu un flash. Il y a une fille qui m'a shooté, je leur montre une, la page d'accueil de Pornhub, mais donc qui est juste une capture d'écran en fait. Je l'envoie sans leur prévenir, sans les prévenir, tu vois, d'un coup, au milieu de l'anime, bing, je l'envoie, et je leur dis, bon, allez, on va changer un petit peu, au clic, on va se voir un peu de porno, un petit peu de provo. Et là, je vois les réactions et on en parle, tu vois. Est-ce que j'ai le droit ou pas de leur montrer du porno? Est-ce qu'à leur âge, ils ont le droit ou pas? Pourquoi? Est-ce qu'il y en a qui y vont quand même? Enfin, voilà, etc. Et on essaye de parler un petit peu de ce rapport au porno. Et là, à un moment, au tout début, j'étais donc devant, tu vois, avec l'image derrière projetée. J'ai vu une fille qui m'a snappé au premier rang. C'est marrant, j'ai réfléchi, je me suis dit, voilà, tu vois, le snap, il part. Tout peut être raconté, on voit pas le public. Le mec est en train de nous parler de porno dans une école primaire, vu qu'en ce moment, c'est quand même tendu. Oui, tout peut Et être interprété, ouais. ouais, je peux me retrouver 4-5 personnes dehors qui m'attendent pour faire mon affaire ou pour venir demander des comptes sur ce qui a été fait, ou même simplement en interne, tu vois, le proviseur qui peut dire mais comment ça, vous montrez du porno, enfin, tout peut être balancé n'importe comment sur les réseaux et récupéré. Et là, je me suis quand même un peu énervé avec elle et je lui ai expliqué tout ça. Elle était assez mal. Les autres de la classe ont pris ma défense en disant ouais, il a raison, en fait, c'est chaud. On peut sortir du contexte, ils savent, quoi, tu vois, c'est déjà arrivé plus d'une fois. Enfin, ça arrive tous les jours même. Et voilà, donc c'est ce moment-là, je me suis dit, effectivement, en ce moment, sur les questions du genre, sur la question du porno, sur la question de la sexualité tout court et du corps, euh, on, finalement, on a une matière vivante, mais une matière inflammable, surtout au niveau des adultes, en fait. Oui, puis je pense que malgré tout, même s'il y en a de l'éducation à ce virtuel, euh, c'est compliqué de vraiment faire comprendre à quel point ça peut aller vite, à quel point ça peut aller loin et tous les enjeux que ça peut provoquer, quoi. Ouais, ouais, c'est clair, hein. Puis bon, on a quand même, on va pas se mentir, enfin, moi, je trouve qu'on a quand même on, on a on a un gros backlash réac là en ce moment sur l'homophobie, sur les questions féministes, sur la transphobie. C'est chaud, je trouve. Moi, cette année, ça a été compliqué en fait, hein. J'ai entendu beaucoup de paroles très très violentes Donc ça sur aussi, ces c'est ce que tu questions-là. vois finalement sur les médias où ce que eux retournent. Ouais, alors je sais pas si tu vois, c'est l'œuf et la poule, hein, c'est la Ouais. fameuse histoire. Si les médias relayent finalement un état des lieux qui est réel ou si finalement c'est amplifié aussi par les médias, il y a un peu des deux, très clairement. Je pense que la Coupe du Monde au Qatar, elle nous a fait un peu mal sur les questions LGBT. Donc il y a une vraie parole LGBTophobe qui est décomplexée depuis le Qatar. Bon, c'est un peu tendu, je trouve. Au niveau de ton organisation, du coup, déjà, à combien de pourcentage finalement tu es dans l'institut et à combien de pourcentage tu es finalement à ton compte? Et puis, est-ce que tu as Ouais, une organisation type? excuse-moi, tu as Oui, été coupé, ça a gelé un petit peu, du coup, pardon. vas-y. Ouais. En fait, vraiment, la question, c'était est-ce que tu as une organisation type de semaine ou dans ton organisation de travail? Non, en fait, moi, je dois faire entre octobre et juin, j'ai un contrat où je dois faire entre 20 et 25 animations par mois pour le CRIPS. Ça, c'est calé. Donc, c'est à moi de me débrouiller, parce que, bon, il y a quelques années, ils ont fait un peu des économies sur l'administratif, donc c'est à moi de me débrouiller, de contacter les établissements. Bon. Maintenant, en général, ces établissements, je suis déjà allé plusieurs fois, je connais les infirmières, donc ça se passe plutôt bien. Donc, les interventions, c'est forcément en école. Ouais, alors ça, c'est scolaire. Je programme le scolaire via le CRIPS.
je fais essentiellement du scolaire. Ou un petit peu aussi, je fais un petit peu des groupes MNA, mineurs non accompagnés. Donc avec via le CRIFS, mais avec MSF par exemple, Médecins D'accord, sans dans une frontières. association, ouais. Ouais. Là, j'ai des groupes de jeunes migrants qui dorment dehors ou dans des foyers, hein, et on parle un peu de sexualité, on parle aussi de réduction des risques sur les drogues, puisqu'ils sont confrontés à quand même pas mal de produits dans la rue. Voilà, donc du coup, et puis un petit peu PJJ, protection judiciaire de la jeunesse aussi, tu vois, et puis des structures avec des jeunes en situation de handicap, ITEP par exemple, genre de choses. Ouais. Mais le gros quand même du truc, c'est scolaire. Mais du coup, avec la visibilité que j'ai à côté, que j'ai eu via Cosette, et puis que j'ai développé aussi, hein, parce que ça suffisait pas, le CRIPS ne me suffit pas pour vivre. Du coup, je peux avoir d'autres types de structures. Tu vois, je suis allé en prison, par exemple. euh, et puis, je commence à faire un peu de formation d'adulte, où l'idée, c'est de partager beaucoup mon expérience de terrain, en fait. C'est l'avantage de vieillir, il faut bien que ça serve à quelque chose. On te dit, ah, c'est le moment de la transmission. Donc, du coup, ça, c'est, voilà, tu as aussi cette casquette-là, finalement. Ouais, et j'ai envie de la développer pour la suite. Tu vois, pour le coup, je trouve que tout ce vécu que moi j'ai depuis des Mhm. années, bah, je trouve que c'est intéressant de le partager. Et euh, voilà, quoi. Donc, j'ai fait quelques formations là, avec des adultes. C'était bien parce que, enfin, moi, je l'axe beaucoup terrain et partage d'outils, en fait. Et pas quelque chose de trop théorique. Il y en a plein, des formations théoriques, ils les ont, ils peuvent les avoir. C'est pas... Et puis, je sais pas faire. De toute façon, moi, c'est pas mon cœur de métier, en fait. Donc du coup, ouais, c'est intéressant. Ça relance, ça peut être une manière de relancer aussi une motivation supplémentaire, en fait. Et je pense que ça peut être hyper complémentaire aussi par rapport, effectivement, à tout ce contenu théorique et intellectuel, de voir dans la réalité du terrain aussi, et puis d'avoir des outils plus concrets. C'est plutôt intéressant, effectivement. Quels sont les conseils que tu pourrais donner à un étudiant, un professionnel qui voudrait s'orienter dans le domaine finalement de l'accompagnement de l'intime, de la sexualité? Bah, déjà, interroger ses propres représentations. Ça, c'est clair. Faire une formation. Euh, Moi, j'ai appris sur le tas, du coup, j'ai perdu du temps sur certains sujets quand même, très clairement. Et je pense qu'aujourd'hui, tu vois, si je vais recommencer, je ferai une formation sexo un peu poussée pour avoir vraiment des bases solides. Parce que, bon, voilà, il y a des moments où je pense que j'avais des infos qui n'étaient pas forcément les bonnes. Je tâtonnais un peu, donc j'allais les chercher. Donc ça, je pense que c'est pas mal de se former, et se former pas uniquement sur le savoir, mais aussi sur le savoir-être, c'est-à-dire la posture de l'animateur, l'animateur, animatrice. Tu vois, cette posture, les questions qu'on doit se poser, qu'est-ce qu'on aborde, comment on fabrique une animation de prévention, quels sont nos objectifs. Enfin, tu vois, je pense que ça, c'est vraiment à travailler. Et puis surtout sans faire de l'agisme, mais quand même dire, vas-y, prends ton temps, démarre doucement. Nous, enfin, moi, je me rends compte qu'en ce moment, on a pas mal de jeunes qui arrivent, qui sont, ouais, qui sont hyper intéressants dans leur manière d'aborder des choses, tu vois, mais qui durent pas, en fait, qui explosent hyper vite, qui fatiguent hyper vite, avec un truc genre, j'y vais à fond, c'est un nouveau boulot, je suis au taquet. Et en fait, c'est un boulot qui peut être usant, en fait. Donc, c'est comment tu gères comment dire, c'est entre l'envie et la réalité du terrain qui est, euh, qui est énergivore, en fait, hein. Animer des classes, c'est hyper énergivore. Euh, Comment aussi il faut se protéger un peu pour pouvoir durer, en fait. Et puis j'entends finalement derrière aussi trouver un équilibre personnel pour justement un peu de temps en temps venir ressourcer quelque part ou venir, Ouais, euh, oui, apprendre ouais, à gérer le temps ou apprendre à gérer son énergie, ouais. quoi. Et tu vois, un truc que moi j'ai vécu récemment, je me dis, si jamais on a un vécu traumatique par rapport au sujet, vraiment le travailler, parce que en animation, ça risque d'être dur en fait, parce que ça renvoie à des trucs très durs, très violents. Et si on n'est pas, alors on n'est jamais complètement
dire, on n'a pas jamais complètement réparé ces traumas, très clairement, on est souvent en chantier, mais au moins y avoir réfléchi et pris un minimum de distance parce que, ouais, j'ai en tête, tu vois, une animatrice qui s'était fait bousculer sur le consentement et le viol. C'était vraiment dur ce qui balançait, mais c'est récurrent en fait. Et, euh, et elle était concernée, très clairement, je l'ai vu tout de suite et c'était super compliqué pour elle. Donc je pense que c'est important, ouais. Surtout sur les questions de violence sexuelle, sur les questions d'homophobie, par exemple, si on est homosexuel, bi, vraiment, voilà, c'est se préparer à entendre des choses qu'on n'avait pas forcément envie qui peuvent d'entendre. être confrontantes, c'est ça? Du Ouais, coup, voilà, qui pouvoir, peut être confrontant. Tu as parfaitement résumé, chercher le mot. pour la dernière question, est-ce qu'en un mot, une phrase ou un concept, tu peux me résumer ta vision de la sexualité ou de la vie intime? C'est le challenge. Ouais, grave. Ma vision, écoute, déjà que la vie intime et sexuelle soit positive, déjà, tu vois, positive, ça veut vraiment dire la fameuse définition de l'OMS, hein, c'est-à-dire qu'elle n'est pas effectivement sans discrimination, libre, sans contrainte, euh, éclairée, etc. Alors tout ça, c'est de la théorie, c'est sur le papier, qu'elle soit enrichissante, dans laquelle on s'y retrouve, et que ce soit une zone de partage, en fait, aussi, tu vois, avec l'autre ou les autres, suivant ses sexualités, qu'importe. Et puis, peut-être une chose, ouais, c'est peut-être aussi ouverte, tu vois, ouverte à tous les possibles. Chose que vraiment ma génération, quand moi j'avais 20 ans, c'était pas si clair que ça, en fait. Je trouve qu'aujourd'hui, il y a cette possibilité, tu vois, d'une sexualité beaucoup plus ouverte. Enfin, deux sexualités avec plein de S d'ailleurs ouvertes, et je trouve ça hyper intéressant en fait. Alors qu'on était quand même finalement assez cloisonnés, et en plus le sida nous a, nous a pas raté, donc du coup, très, très clairement nous a invités à nous cloisonner encore plus. Mais je trouve que voilà, aujourd'hui, peut-être profiter de cette possibilité, de ces possibilités qui s'offrent à nous. Super, merci beaucoup.